Ma tante a refusé de payer pour l'art. Elle m'a accusé de faire preuve de favoritisme. Il s'est avéré qu'elle mentait au sujet de son travail, en commettant une fraude et en volant l'identité de mon oncle. J'ai 19 ans et je suis en 2e année dans une école d'art. C'est une bonne école, dont je suis fière d'avoir été acceptée. Elle est chère et bien que mes parents aient économisé une somme importante, je dois encore rembourser des prêts étudiants. Recevoir de l'argent pour mes œuvres m'aide à couvrir les matériaux, les livres et les frais de subsistance. Mon objectif est de devenir artiste professionnel. Mon père a 2 frères, l'un est marié à ma tante Elena et l'autre à ma tante Bette. Il y a 1 an, ma tante Elena m'a demandé si je pouvais réaliser une peinture pour elle. Son père venait de décéder et elle souhaitait une peinture représentant la vue depuis son endroit préféré qui donnait sur la vallée. J'ai réalisé une peinture acrylique en mettant l'accent sur la lumière qui éclaire les couches de collines. Je lui ai livré la peinture à domicile. Lorsqu'elle l'a déballée, elle est restée plusieurs minutes à la contempler sans dire un mot. Puis elle a éclaté en sanglots, que ce soit de joie ou de tristesse, je ne sais pas. Elle m'a donné un câlin et je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'être payée, que sa réaction suffisait. Ma tante Elena n'est pas riche, et j'ai trouvé ce geste très juste. Mais elle a refusé de m'écouter et a insisté pour me payer, me donnant une enveloppe contenant $500, bien plus que ce que j'aurais demandé. Cet argent m'a été d'une grande aide pendant ma première année d'études, étant une étudiante fauchée et endettée. $500, c'est une somme considérable. Au début de cette année, peut-être début janvier, ma tante Bette m'a appelée. Elle m'a dit avoir vu la peinture que j'avais réalisée pour ma tante Elena chez elle et qu'elle en avait été très impressionnée. Elle m'a aussi annoncé qu'elle venait de démarrer son propre business immobilier et m'a demandé si j'étais intéressée à réaliser quelques designs pour elle. Je me souviens très bien de cette conversation, j'étais en train de consulter le programme du semestre à venir, qui était déjà bien chargé. Je lui ai répondu, « Tante Bette, je suis flattée que tu me le demandes, mais ce semestre est très intense. Je serais heureuse d'en discuter, mais pour être réaliste, cela prendrait du temps que j'utiliserais normalement pour mes études ou pour mon travail à temps partiel à la bibliothèque. Donc, je devrais te facturer mon temps et les matériaux. » Je me souviens qu'elle m'a répondu exactement, « Oh bien sûr, ne t'inquiète pas pour ça, nous nous assurerons que tu sois bien payé. Je te paierai bien sûr. » Elle semblait très calme et assurée. Elle avait besoin d'un logo principal pour son entreprise, d'une grande peinture pour la réception de son nouveau bureau, d'un design conceptuel pour une fresque qu'elle voulait sur un autre mur de son bureau, ainsi que des designs pour des aimants de voitures, éventuellement, pour des cartes de visite et du papier à en-tête. Les choses ont commencé à devenir un peu bizarres dès notre première discussion sur le design. J'ai réalisé quelques esquisses préliminaires au crayon pour le logo et la peinture de son bureau, des idées générales pour m'assurer que nous allions dans une direction qu'elle aimerait. Je les ai scannées et envoyées par email. Elle m'a appelé 1 heure plus tard, son ton était froid et sec. Elle m'a demandé pourquoi je lui envoyais des gribouillages incomplets et m'a dit que je perdais son temps. Je lui ai expliqué que c'était une étape standard du processus de création, destinée à économiser du temps et des ressources en validant le concept avant de m'engager dans des peintures et des toiles coûteuses. J'ai un message texte sauvegardé de plus tard ce jour-là où je lui ai réexpliqué cela et elle a répondu, « Mon temps consacré à préparer ce business est aussi précieux que ta peinture, alors s'il te plaît envoie-moi seulement des travaux finis. » J'ai répondu, « D'accord, je comprends. » J'ai alors changé d'approche. J'ai acheté une grande toile et de la peinture à l'huile de qualité. Elle avait mentionné qu'elle aimait les tons terre, mais avec un bleu vibrant spécifique. J'ai passé la semaine suivante à travailler sur une peinture à l'huile détaillée, représentant un paysage du fleuve local, qui devait servir de base à son logo et être la pièce maîtresse pour son bureau. J'ai pris des photos et les ai envoyées. Elle a répondu par message, « Ça semble prometteur. » J'ai dépensé environ $80 en matériaux d'emballage professionnel et je l'ai envoyé par UPS. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé, m'annonçant qu'elle avait reçu la peinture mais que ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle a dit que c'était trop sombre et pas assez accueillant, et qu'elle ne pouvait pas l'utiliser. Elle semblait nerveuse et m'a demandé pourquoi j'avais gaspillé du temps et de l'argent en envoyant quelque chose qu'elle ne pouvait pas utiliser. Je lui ai rappelé que c'était justement pour éviter ce genre de situation que les designers commencent par des esquisses. Cette fois, elle semblait être d'accord et m'a dit, « D'accord, fais les esquisses. » Nous avons échangé par email et par téléphone pendant les semaines suivantes. J'ai créé de nouvelles esquisses pour le logo, en intégrant une image stylisée d'un monument local qu'elle avait suggéré. Elle en a approuvé une, je l'ai développée en un fichier numérique et j'ai aussi fourni des variations de couleurs.
J'ai créé une maquette détaillée pour la fresque du bureau avec des crayons de couleur, montrant à quoi cela ressemblerait avec les dimensions du mur qu'elle m'avait donné. J'avais l'impression que ces pièces correspondaient à ses attentes. Ce processus a pris de nombreuses heures, souvent jusqu'à tard dans la nuit après mes cours et mes devoirs. J'ai commencé à refuser des invitations d'amis pour sortir le week-end. Le coût des matériaux, des couleurs spécifiques de peinture, du papier de qualité pour la maquette et une autre petite toile augmentait. J'avais déjà dépensé plus de 200 $ en fourniture et envoi. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas mentionné une seule fois le paiement depuis notre première conversation. J'ai donc pris note de lui envoyer une facture pour le logo et la maquette que j'avais réalisée, mais j'ai d'abord dû me concentrer sur mes révisions pour les examens. Puis le sujet des aimants de voiture est revenu. Elle m'a envoyé un email me demandant quand les designs seraient prêts. J'ai répondu en expliquant que le design destiné à être imprimé sur du matériau magnétique avait des exigences techniques spécifiques. Je lui ai suggéré de porter le fichier numérique du logo qu'elle avait déjà reçu à un imprimeur local spécialisé dans les graphiques pour véhicules, car ils auraient l'expérience et l'équipement nécessaires pour le formater correctement. J'ai aussi mentionné que, bien que notre école est un laboratoire de sérigraphie, je n'étais pas spécifiquement formée à la production d'aimants. Elle a répondu par texto: je t'ai engagé pour gérer la marque, j'attendais un service complet. Tu ne peux pas finir le travail ? Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai mis mon téléphone de côté et j'ai travaillé sur une tâche scolaire pendant 1 heure avant de répondre que j'avais déjà fourni le fichier de base du logo, qui était le composant nécessaire à la production des aimants. Une semaine est passée sans communication. Puis, hier après-midi, ma tante Bette m'a appelé. Son ton était agréable et amical. Au début, elle m'a remercié pour le conseil concernant l'imprimeur pour les aimants, apparemment cela leur avait été utile. Ensuite, elle a dit: c'est bon, super, la prochaine étape c'est la fresque. Je suis prête pour que tu viennes la peindre. Quand peux-tu réserver ton vol ? J'ai regardé mon calendrier tout en tenant le téléphone et je lui ai répondu: tante Bette, j'ai des cours jusqu'à la fin de ce semestre et les examens finaux arrivent. Il n'est pas possible de prendre un vol pour passer une semaine ou plus à peindre en ce moment. De plus, n'importe quel muraliste compétent peut réaliser la fresque à partir de la maquette que je t'ai envoyée. Elle a insisté: non, non, je veux que tu le fasses, tu as besoin de ta touche. J'ai décidé d'explorer la possibilité, bien que cela semble peu probable. J'ai parlé avec 2 de mes professeurs, ils ont été compréhensifs et m'ont dit que si je pouvais organiser cela, ils m'aideraient à me mettre à jour. J'ai cherché des vols de ma ville à la sienne, le vol le moins cher que j'ai trouvé coûtait environ 450 $. J'ai appelé ma tante Bette le soir même pour lui expliquer que j'avais parlé à mes professeurs et que cela pourrait être faisable, mais que le coût du vol était de 450 $. Il y a eu un silence, puis elle a répondu, surprise: eh bien, je pensais que tu couvrirais ton vol de toute façon. Tu vas voir ta famille, non ? J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit: tante Bette, je suis désolée, mais je ne peux pas permettre que le coût du vol de 450 $ s'ajoute aux matériaux que j'ai déjà achetés. Peut-être que si tu pouvais me payer pour le logo et la maquette de la fresque que j'ai déjà réalisée et envoyée, je pourrais en discuter avec mes parents pour voir s'ils peuvent partager le coût du vol. Elle a commencé à parler de la peinture que j'avais faite pour la tante Elena, m'accusant de favoritisme, car je n'avais initialement pas voulu qu'Elena me paye. Elle a mentionné le temps que cela avait pris, disant quelque chose comme: il fallait que cette marque soit prête en juin, et nous voilà presque en avril, tu as pris du retard. J'ai essayé de l'interrompre pour lui rappeler notre accord initial, mais elle m'a coupé en disant que j'étais myope, que je ne savais pas ce que cela pourrait signifier pour ma carrière de montrer mon travail dans son bureau, que des centaines de clients potentiels le verraient, que je lui offrais une exposition inestimable et une expérience dans le monde réel qui valait bien plus que n'importe quelle petite somme que je pensais mériter. J'ai répondu que mon avenir était compromis parce que j'avais dû consacrer autant de temps au projet, et que je lui avais bien précisé que tu me paierais pour ça. Elle a répondu: maintenant, tu es juste insultante, tu inventes des choses avec lesquelles je ne me suis pas engagée. Puis elle a raccroché. C'était hier. Depuis, le téléphone est resté silencieux. Je ne l'ai pas rappelé et je n'ai rien dit à mes parents ni à mon oncle Marc. Ma principale inquiétude maintenant est l'impact potentiel sur la famille. Ma tante Bette voit mes parents et d'autres membres de la famille chaque semaine à l'église ou lors des repas familiaux. Mise à jour 1. J'ai passé une grande partie de la journée à essayer de me concentrer sur une tâche difficile de dessin en perspective, mais l'appel téléphonique n'arrêtait pas de revenir dans mon esprit. Après mon dernier cours, je suis passée par le bureau de ma professeure de peinture à l'huile, car elle a de l'expérience dans ce genre de situation.
Elle m'a dit que ce genre de choses arrivait malheureusement souvent aux jeunes artistes, car au début, il n'y a pas beaucoup de travail et ils doivent accepter ce genre de situation. Elle m'a ensuite expliqué qu'elle est une bonne amie d'une personne qui travaille en tant que conseillère en licence et en affaires juridiques à l'université, aidant les étudiants avec des problèmes de droit d'auteur et de contrat. La professeure a pris le téléphone dans son bureau, a passé un appel rapide et a pris un rendez-vous pour moi avec son amie pour le lendemain matin. Le matin suivant, je suis allée au bureau dans le bâtiment administratif. Elle avait une attitude calme et professionnelle, ce qui m'a apporté une certaine tranquillité d'esprit. Je lui ai expliqué toute la séquence des événements, en commençant par l'appel initial, l'accord de paiement, le difficile processus de travail et la conversation finale sur la fresque et le refus de paiement. Je lui ai montré les messages textes concernant les esquisses et les échanges de courriels. Cette personne m'a expliqué certains concepts de base concernant la loi sur les droits d'auteur, principalement que, en tant que créatrice, je suis la propriétaire des droits des œuvres d'art, à moins qu'il n'existe un accord écrit qui transfère ces droits, ce qui se produit généralement après le paiement. Elle a confirmé que ma tante Beth n'a actuellement aucun droit légal d'utiliser le logo, la peinture ou le design de la fresque pour son entreprise, car elle ne les avait pas payés. Nous avons ensemble rédigé une lettre formelle dans laquelle il était précisé que, étant donné qu'aucun paiement n'avait été reçu et qu'il n'existait aucun accord de droit, ma tante Beth était légalement obligée de cesser immédiatement d'utiliser toute œuvre d'art ou design que je lui avais fournie à des fins commerciales. Nous avons également rédigé une facture séparée, détaillant les éléments réalisés. Nous avons ajouté des lignes pour les coûts documentés des matériaux d'art et l'envoi par UPS. Elle a aussi suggéré d'ajouter des frais horaires pour le temps investi, en fonction des tarifs standards pour les travailleurs indépendants étudiants. Mais elle a aussi recommandé d'offrir une réduction familiale en signe de bonne volonté. Nous avons calculé le total, appliqué un rabais de 15% et obtenu un montant final d'environ 2800 $. La facture incluait les conditions de paiement net à 30 jours et stipulait qu'en recevant le paiement, un simple accord de transfert de droits serait fourni, permettant à ma tante d'utiliser les œuvres terminées. Elle offrait également la possibilité de discuter d'un plan de paiement. Je me suis sentie soulagée d'avoir un plan clair à suivre. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai joint tous ces documents dans un courriel adressé à ma tante Beth. J'ai écrit un message court et neutre, expliquant que les documents joints détaillaient la situation actuelle concernant les œuvres d'art commandées et les étapes nécessaires à la résolution. Je l'ai relu 2 fois, j'ai pris une grande inspiration et j'ai cliqué sur envoyer. J'ai essayé de l'oublier et de me concentrer sur mes révisions pour un prochain examen d'histoire de l'art. Environ 90 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Que se passe-t-il entre toi et tante Beth ? Elle vient de m'appeler furieuse, disant que tu es ingrate et que tu essaies de l'extorquer pour de l'argent. Je lui ai expliqué toute l'histoire. Elle m'a dit que cela ne la surprenait pas du tout, le comportement de tante Beth, et elle a mentionné que Beth avait un historique de conflits similaires et de tactiques manipulatrices remontant à des années, même avant de se marier avec l'oncle Marc. Elle m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'elle s'en mêle. J'ai accepté. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et voir ce qui va se passer. J'ai fait tout ce que je devais faire, prendre la voie légale et celle de ma mère. Je ne sais pas ce qui sera pire pour ma tante. Mise à jour 2. Ma mère n'a pas perdu de temps. Elle s'est rappelée que ma tante Beth avait mentionné qu'elle commençait son entreprise en tant que franchisée d'une grande société immobilière nationale, que nous appellerons IPAX. Lily n'est pas son vrai nom. Ma mère a trouvé le numéro du bureau régional principal d'IPAX dans notre capitale d'État, qui supervise les agences dans ma ville natale. Elle a appelé et a demandé à parler au directeur régional ou à quelqu'un en charge des relations avec les agents. Elle a expliqué qu'elle appelait parce qu'un membre de la famille, se faisant passer pour un agent d'Apex, avait commandé plusieurs milliers de dollars de matériel personnalisé de marque pour sa fille, une étudiante en art, et refusait maintenant de payer et de communiquer. La personne avec laquelle elle a parlé s'est présentée comme le directeur régional senior. Il semblait confus. Il a dit qu'IPAX a des directives strictes en matière de marque et un contrat exclusif avec une société de design graphique nationale pour tous les matériaux promotionnels officiels des agents, comme les logos, les affiches et les aimants. Beth avait mentionné que les agents individuels, surtout les nouveaux, ne commandaient généralement pas des œuvres d'art personnalisées de manière indépendante. Ma mère lui a donné le nom complet de ma tante Beth, et il l'a mise en attente pendant quelques minutes. Lorsqu'il est revenu, il a confirmé que ma tante Beth n'était pas inscrite comme agente affiliée, franchisée, ni même comme employée dans leur système. Elle n'était pas en formation, n'avait signé aucun accord, rien.
Il a exprimé une grande inquiétude quant au fait que quelqu'un puisse utiliser le nom d'Ipax et potentiellement leur marque sans autorisation, mentionnant les implications légales. Ma mère a transmis cette information à mon père, qui a immédiatement appelé son frère, mon oncle Marc. Il lui a expliqué ce que ma mère avait découvert, que Beth n'était pas réellement affiliée à Apex comme elle l'avait prétendu. Il y a eu un long silence au téléphone. Mon père m'a raconté plus tard que mon oncle Marc lui a dit que Beth avait utilisé son affiliation avec Apex pour justifier plusieurs dépenses importantes récentes. En particulier, elle avait acheté un Cadillac Escalade neuf d'une valeur d'environ 80 000 $, peu après avoir obtenu sa licence d'agent immobilier l'automne dernier. Elle avait dit à mon oncle Marc qu'Apex lui fournissait des conditions de financement ou de location spéciales pour le véhicule dans le cadre de son paquet de franchise. Elle lui avait aussi dit qu'Apex subventionnait la location de son nouveau bureau. En apprenant que la connexion avec Apex était fausse, mon oncle Marc a été alarmé. Tout en restant en ligne avec mon père, il a consulté son portail bancaire en ligne et son rapport de crédit. Il a découvert 2 cartes de crédit ouvertes à son nom dont il ignorait l'existence. Les 2 étaient presque à leur limite, avec un solde combiné d'environ 15 000 $. Il soupçonnait que Beth avait utilisé ces cartes sans son consentement pour effectuer le paiement initial du Cadillac. Mon oncle Marc a dit à mon père que c'était le point de rupture. Il a dit que les choses n'allaient déjà pas bien depuis un certain temps, mais cette combinaison de mensonges sur l'entreprise, d'utilisation non autorisée du nom d'Ipax et de vol d'identité via les cartes de crédit était trop. Beth a dit qu'elle allait contacter des avocats spécialisés en divorce dès le matin. En y réfléchissant, quelque chose que ma tante Beth avait dit lors de notre première discussion sur le design m'est soudainement apparu comme ayant du sens. Lorsque nous avons discuté des idées pour son logo et sa marque, elle avait été étrangement insistante pour que j'évite d'utiliser des images de yachts ou de grands bateaux dans les designs. Le logo réel d'Ipax présente un yacht stylisé de manière très visible. À ce moment-là, je pensais que c'était juste une préférence esthétique étrange. Maintenant, il semble clair qu'elle savait qu'elle faisait des choses mal et essayait d'éviter de créer des matériaux visuels qui ressemblent trop au branding officiel d'Ipax, probablement par crainte que cela attire l'attention non désirée de la véritable entreprise. Bien que cela ressemble certainement à leur branding, elle ne voulait pas seulement économiser sur mon travail, mais aussi sur les frais de franchise de cette marque. Comme on dit, ce qui est bon marché coûte cher. Mise à jour 3. Il semble que ma tante Beth ait été très prudente quant à la personne à qui elle a parlé de sa prétendue affiliation avec Apex Lily. En dehors de mon oncle Marc et de ma mère, nous n'avons trouvé personne à qui elle ait explicitement dit qu'elle était une franchisée officielle. Il ne semble pas non plus qu'elle ait effectué des transactions immobilières sous son propre nom ou sous celui d'Apex. Toute l'histoire de la franchise d'Apex semble avoir été principalement construite pour justifier des dépenses importantes, la Cadillac, le bureau, devant mon oncle Marc. Comme il ne semble pas qu'elle ait escroqué activement des clients en utilisant le nom d'Apex, l'équipe juridique d'Apex a conclu qu'il n'avait probablement pas de base solide pour déposer une plainte importante contre elle directement. Cependant, le directeur régional avec qui ma mère a parlé a pris la situation au sérieux et a déposé une plainte formelle contre ma tante Beth auprès de la commission des licences immobilières de l'État, citant des représentations erronées et l'utilisation non autorisée d'un nom commercial enregistré. Il a informé ma mère que même si la commission ne suspendait pas sa licence récemment acquise, Apex l'a mise sur une liste noire interne. Cela signifie qu'aucun agent d'Apex dans l'État ne fera affaire avec elle, ni ne lui montrera de propriété. Il a estimé que les agents d'Apex Realty étaient impliqués dans environ 40 à 50% des ventes de maisons dans la région de ma ville natale, donc son marché potentiel de clients a été drastiquement réduit. Dès le début, mon oncle Marc a rapidement rencontré un avocat spécialisé en divorce. L'avocat a immédiatement déposé une demande de séparation légale, visant à dissocier financièrement Marc de Beth le plus rapidement possible afin d'éviter que des dettes supplémentaires ne s'accumulent à son nom. Il a également déposé des motions exigeant que Beth fournisse une comptabilité complète de tous les actifs et finances liés à son entreprise. Mon oncle a spécifiquement demandé que l'avocat inclue la peinture à l'huile, les fichiers du logo et de la maquette de la fresque dans la liste des actifs à traiter ou à restituer. Il y a donc une possibilité que je récupère mon œuvre d'art physique, bien que le paiement semble peu probable. L'avocat conseille également mon oncle Marc sur la manière de procéder concernant le vol d'identité, que ce soit en déposant un rapport à la police ou en l'intégrant au processus de divorce. Un aspect difficile de cette situation est la cohabitation. Mon oncle Marc a déménagé de la maison qu'il partageait avec ma tante Beth presque immédiatement après avoir découvert la fraude concernant les cartes de crédit. Actuellement, il séjourne dans la chambre d'amis chez mes parents.
Mon père a mentionné que son frère est très silencieux, passe beaucoup de temps assis dehors et semble complètement stupéfait par l'ampleur de la tromperie de Beth. Mon père a dit que Mark ressent en réalité un certain soulagement que cela soit enfin découvert maintenant, avant que Beth ne se mette dans des ennuis financiers ou juridiques plus graves qui l'entraîneraient encore plus loin. Il n'y a pas encore de date fixée pour le divorce, cela dépendra de la manière dont Beth répondra sur le plan juridique. Mise à jour 4. Il y a eu quelques développements supplémentaires ces dernières semaines. La Commission d'État des licences immobilières a confirmé la réception de la plainte déposée par le directeur régional d'IPAX. Ils ont lancé un examen formel de la licence de ma tante Beth, mais ces processus semblent prendre du temps, donc il n'y a pas encore de résultat. L'avocat de mon oncle Mark a reçu une réponse de l'avocat que ma tante Beth a récemment engagé. Ils ont accepté la possession de la peinture à l'huile et des fichiers de design. Le retour de ces éléments fait maintenant partie des négociations en cours concernant le partage des biens dans le cadre du processus de séparation. Mon oncle priorise la restitution de mon œuvre d'art. Mon oncle Mark vit toujours chez mes parents, mais il semble s'améliorer petit à petit. Il a commencé à regarder des annonces d'appartements en ligne et à aider mon père avec certains projets à la maison, comme réparer la clôture. Il ne parle toujours pas beaucoup de la situation directement, mais il interagit davantage pendant les repas. J'ai aussi eu un bref appel téléphonique avec ma tante Elena. Elle avait entendu des bribes par les rumeurs familiales et m'a appelé pour savoir comment j'allais. Elle a exprimé son soutien et a mentionné combien elle était triste à propos de toute cette situation, surtout pour mon oncle Mark. C'était un appel court et un peu gênant, mais le fait qu'elle ait pris l'initiative de me contacter a été un soutien. Il n'y a eu aucun contact direct de la part de ma tante Beth envers moi, mes parents ou mon oncle Mark depuis l'implication des avocats. Toute la communication se fait désormais par les canaux juridiques. La dynamique familiale est définitivement tendue. Il n'y a pas eu de grands repas familiaux et la communication semble se limiter aux mises à jour essentielles qui passent entre mon père et mon oncle Mark. On dirait que tout le monde retient son souffle, attendant de voir comment la situation juridique va se développer. De mon côté, je me concentre sur la fin du semestre et j'essaie de laisser derrière moi cet incident, même si la restitution de l'œuvre d'art et la décision de la commission des licences sont toujours en suspens. Mise à jour 5. Désolée de ne pas avoir mis à jour plus tôt, mais j'étais en train d'essayer de reprendre un peu de contrôle sur ma vie, alors j'étais à 100% concentrée sur la fin du semestre pour le terminer de la meilleure façon possible. Maintenant que je suis en vacances chez mes parents, je peux enfin m'asseoir et tout écrire. J'avais aussi envie de venir ici pour avoir une discussion avec mes parents et qu'ils me racontent tout, et aussi voir toute ma famille. Mon oncle a divorcé de Beth, donc la relation de notre famille avec cette femme est terminée. Mon oncle a pu récupérer ce qu'elle avait pris, en plus d'être accusé de fraude par carte bancaire. Mais ils ont trouvé un accord, et tant qu'elle rendait tout l'argent à mon oncle, il ne s'en souciait pas trop. Il m'a dit que c'était mieux de récupérer l'argent sur lequel il avait économisé toute sa vie plutôt que de devoir payer pour qu'elle passe du temps en prison. De toute façon, elle sortirait un jour, et il serait toujours sans son argent. Maintenant, non seulement il a récupéré son argent, mais il a aussi perçu des intérêts et des pénalités supplémentaires que Beth a dû payer dans le cadre de l'accord. Presque 30% en plus du Cadillac Escalade a été retourné, mais comme il a été utilisé pendant un certain temps, tout l'argent n'a pas pu être récupéré. Peu importe, ça sort des économies de Beth. Mon oncle a finalement déménagé dans un nouvel appartement. Il m'a dit qu'il ne voulait plus de maison, après avoir vendu celle qu'ils avaient pour diviser les biens, ce qui faisait partie de ce que ma tante avait utilisé pour couvrir ses dépenses. Après avoir aidé à faire des réparations à la maison avec mon père, il a préféré déménager dans un endroit nécessitant moins de maintenance qu'une maison. Concernant Beth, j'ai déjà raconté certaines choses, beaucoup de dépenses pour le divorce, mais elle a aussi payé pour mon travail. Parce qu'elle n'a pas pu rendre tout ce que j'avais envoyé, physiquement je ne pense pas qu'elle l'ait détruit. Je ne crois pas qu'elle veuille le conserver non plus, mais cela ne m'importait pas de le garder, ce n'était pas comme si je pouvais en faire quelque chose. Cependant, j'ai investi beaucoup d'heures, et ces heures ont été payées, donc je n'ai pas perdu mon temps. Si les $500 étaient déjà beaucoup d'argent, les presque $3000, tu ne peux même pas imaginer. On lui a aussi retiré sa licence, celle qu'il lui avait fallu 2 ans pour obtenir, alors que normalement cela prend entre 3 et 6 mois. D'après mes recherches, elle ne peut plus exercer dans notre État, et si elle veut, elle devra aller dans un autre État, bien que je ne sois pas sûr que la perte de licence dans un État ait des précédents dans d'autres États. Maintenant, il ne me reste plus qu'à profiter de mes courtes vacances, car j'ai un travail qui m'attend dans la ville où je vis. Je ne serai là que quelques jours, mais au moins, j'ai terminé mes études, donc je continue d'avoir du temps libre, même si je dois rester là pendant quelques mois.
Je n'aurai pas à travailler et étudier en même temps, juste à travailler. Et ce travail est lié à ce que je fais, donc ça pourrait être une bonne expérience. J'espère que vous aussi, vous profitez de vos vacances ou, à défaut, des jours plus chauds. Je vous dis à bientôt et continuez à profiter du temps qu'il me reste ici.